ensuite, il nous... Bravo, vous êtes bonne en anatomie. Vous avez vu un peu? Non, je travaille ma médecine. J'ai commencé les études de médecine. Là. Le concours, il est dur quand même. Il sera reporté. Hein. Oui, c'est ça. Donc, on est à l'intérieur là d'un corps qui est contaminé et ce que vous voyez, les masses bleues sont justement révèlent la présence du virus. Ce virus invisible, donc il est accroché aux poumons des personnes infectées. C'est accroché au... C'est ça, il est accroché. Est-ce qu'il serait aussi, c'est ce qu'on entend, dans l'air qu'elles expirent, ces personnes infectées? Et donc, ce virus invisible qu'on voit là étonnamment pour une fois, est-ce que ce virus invisible qui est accroché à nos poumons flotte aussi dans l'air qu'on expire quand on est contaminé? C'est certain, parce que c'est comme ça que se fait malheureusement la propagation. Et d'où quand même l'importance des combats qu'on a manqués, celui des masques. Parce qu'on n'en avait pas. On nous a dit mettez pas de masque. On les avait donnés aux Chinois pour les remercier de nous avoir infectés. Alors, il est dans l'air, oui, mais probablement pas avec la charge virale suffisante pour pouvoir, quand je respire comme ça autour de moi, être contaminé. En revanche, quand il est dans l'air, sur les postillons, sur les gouttelettes qui viennent directement justement de mon poumon, qui viennent de ces zones bleues, qui remontent par l'arbre respiratoire et que je vais expectorer de manière, je vais un peu postillonner et on s'en rend pas compte, c'est des postillons microscopiques, mais quand je suis à une distance de 1 mètre d'une autre personne, eh bien c'est là où je risque de contaminer l'autre personne. Donc il n'est pas tellement aérosolisé, ou en tout cas il n'y a pas trop de risque quand on respire comme ça dans une pièce qui est relativement ouverte. En revanche, quand c'est en vase clos ou quand je suis à distance, à moins d'1 mètre de quelqu'un, c'est là où la transmission se fait. Et vous avez raison de dire le combat des masques a été raté. Enfin, encore une fois, le masque, c'est pas pour me protéger, moi, quand je porte le masque, c'est protéger l'autre pour que mes postillons ne sortent pas. Et il y a un endroit, très probablement, notamment dans les zones cluster, c'est-à-dire les zones où il y a beaucoup de circulation virale, et je pense à la région Île-de-France, mais ça peut être le Grand Est, vous savez, cette église évangélique, où on voyait que c'était du vase clos, de la proximité, et là, on a eu une transmission qui était extrêmement forte. Et actuellement, en Île-de-France, on a probablement une transmission extrêmement forte dans les transports en commun. Parce que dans les transports en commun, vous avez quelque chose qui est clos, avec des gens qui sont proches et avec des masques qui ne sont pas, ou des écrans anti-postillons qui ne sont pas systématiques. Et donc, dans le durcissement du confinement, c'est pas de dire aux gens restez encore plus chez vous, etc. Si vous le pouvez, bien sûr, mais c'est surtout dans ces zones de forte transmission que sont les transports en commun, c'est de faire une espèce de confinement individuel derrière un écran anti-postillon. Et dans les communautés religieuses de toutes sortes, tout ce qui est en vase clos, dont on ne sait pas s'il faut les éduquer ou... Tout ce qui est en vase clos, tout ce qui est fermé. Ça peut être aussi des nouvelles pratiques. C'est un commerçant, pourquoi pas imaginer, pareil, le collègue généraliste hier qui me disait, mais on peut imaginer dans des zones en France pour déconfiner, pourquoi on ne dit pas aux commerçants, il va faire beau de mettre un étal à l'extérieur. Il y aurait beaucoup moins de contamination s'il faisait le commerce à l'extérieur, ça permettrait de réouvrir, plutôt que d'être en vase clos dans un truc qui est fermé, où tout le monde est à touche-touche et est proche et donc risque de se contaminer. Docteur Gombert, je le disais, vous avez vous-même, et on voit parmi ces images l'intérieur de votre corps et le corps d'autres patients que vous avez pu examiner. Vous avez été vous-même contaminé par le Covid-19, le coronavirus. Vous êtes guéri, vous n'êtes plus contagieux et c'est pour ça que vous êtes parmi nous, pour notre plus grand plaisir. Comment avez-vous été soigné? Vous avez pris la fameuse chloroquine du professeur Raoult? Je veux dire que je n'étais pas très chaud moi-même, parce que d'autant qu'on sait très bien que 80% des cas guérissent spontanément et 80% peut-être avec le médicament. Par contre, le Zithromax est sûrement beaucoup plus important, c'est-à-dire l'antibiotique qui va avec l'hydroxy. Mais vous avez pris... Et moi, j'ai fait un petit staff avec 3 médecins pour lesquels j'avais beaucoup qui avaient de l'affection pour moi, on va dire, et que finalement, on a conclu qu'à mon âge, c'était pas idiot de prendre la chloroquine. Mais... franchement, je ne lui accorde pas une importance considérable. C'est important de dire à mon âge. Ça veut dire en fonction de mon cas, en fonction de mes antécédents. Il n'est pas question, mais que ce soit la chloroquine ou autre chose, de se précipiter. Il n'y a pas un traitement univoque pour tout le monde et qui serait préventif ou prophylactique, etc. Non, ce n'est pas à titre préventif et ce n'est pas quand on a une forme mineure. En revanche, quand on a un début de complication, un début de pneumonie, une embolie pulmonaire, eh bien, il y a probablement une palette thérapeutique et dans ces choses qu'on peut aller piocher dedans, l'hydroxychloroquine,
On va voir, hein, on va voir ce que ça donne. Mais encore une fois, les résultats du professeur Raoult ne permettent pas de dire il faut donner de l'hydroxychloroquine. On a beau avoir toute la sympathie pour le professeur Raoult, etc. Méthodologiquement, on ne peut pas dire ça. Et ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est l'azithromycine, qui est associé, c'est-à-dire que c'est un antibiotique qui est associé à l'hydroxychloroquine. Et cet antibiotique, il a une particularité, il est aussi antiviral. Mais dans ce débat, vous, docteur, vous êtes plutôt de ceux qui disent faut attendre les résultats des essais cliniques. D'autant que La chloroquine, pour l'instant, c'est pas... je l'ai eu. Des gens que j'aime beaucoup autour de moi l'ont eu, ont été sauvés, entre guillemets, à cause de l'orage, peut-être. Oui. Mais on n'a aucune preuve réelle D'accord. Vous êtes de plutôt l'efficacité. de ceux qui attendent les preuves. En revanche, l'azithromycine, qui est un antibiotique Voilà. qu'on connaît très bien, qui est un macrolide, il a à la fois un effet antibactérien, mais surtout anti-inflammatoire et antiviral. Et ça, on le connaît, ça c'est démontré. Donc ça pourrait être intéressant. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est les anticoagulants, c'est-à-dire dépister rapidement les embolies pulmonaires et donner des anticoagulants relativement rapidement. C'est là le génie de ce que vous avez dit aujourd'hui. C'est vraiment qu'on ait moins de lits de réanimation qui sont en train de perturber tout le fonctionnement hospitalier et beaucoup plus de traitements anticoagulants ou oxygénateurs. Ça va tout changer. Docteur Gombert, Paris Match vous définit comme un lointain cousin du professeur Didier Raoult et de Cédric Villani. Alors évidemment, on parle de votre look, ça vous va? J'en ai pas honte. Ça vous va? Oui. On pourrait aussi dire qu'un lointain cousin du docteur de Retour vers le futur, vous voyez? Ça vous va Voilà, bien aussi? ça je préfère. Ah, vous préférez celui-ci finalement? Comme Alors, mon bureau de recherche que je connais futuriste. et qui est assez impressionnant, je dois dire. Voilà, le voici, c'est une salle de commande, hein, littéralement. Comment en êtes-vous arrivé là? Vous avez révolutionné, je le disais, l'imagerie médicale depuis plus de 20 ans. Vous avez été fasciné par Le Voyage fantastique, hein, le film de Et science-fiction. je crois que ce qui m'a vraiment passionné, c'était ce Fleischer. voyage de Fleischer dans le Avec voyage Raquel Welch, fantastique. c'était en 1966. Et quand j'ai introduit enfant de la colo virtuelle, mais qu'est-ce que j'ai pas entendu? Enfin, c'était invraisemblable. Qu'est-ce que c'est? Et maintenant, Plutôt que de vous mettre un tuyau pour regarder votre tube Voilà. digestif, c'est tous ces examens où on fait un clone de quelqu'un ou d'un organe, ou par exemple les coronaires, comme je me suis sauvé, mais aussi le côlon. Et tout ça évite de faire les autres examens plus agressifs à bon escient. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, mais une fois qu'on a fait les examens virtuels. Et alors ces images qui sont si moins belles, hein, invasif. que vous avez fini par les exposer comme des œuvres d'art à Paris, au Centre Pompidou, à Berlin, à Séoul, à New York, à Tokyo. François Pinault est propriétaire de l'une de vos œuvres. Et bien sûr, alors rien de loufoque là-dedans, vous avez présenté vos travaux devant l'Académie de médecine. Donc c'est bien pris en compte et on imagine que cette technique appliquée au coronavirus nous permettra d'avancer encore un peu plus. Les académiciens ont compris un peu avant tout le monde, finalement, qu'il fallait se lancer là-dedans. Parce que le virtuel faisait peur aux médecins, faisait peur aux gastro, faisait peur. Les cardiologues l'ont accepté assez vite. Mais tout ça, c'est un combat de longue haleine. Il y a eu des résistances ou pas? Puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de l'establishment versus des médecins comme Raoult, etc., qui sont un peu des francs-tireurs, un peu borderline, etc. Vous avez senti des résistances de la corporation médicale? Fabuleuse. Ouais. C'est parce que ça change. Pourquoi il y a des résistances? C'est pas des résistances pour des résistances et établissements de Paris, Non. Marseille, etc. C'est que ça bouleverse les pratiques. Quand vous avez quelqu'un qui est cardiologue et qui pratique depuis 15 ans, 20 ans, c'est son quotidien, il va aller ou un gastro-entérologue qui va faire des coloscopies. Quand vous avez quelqu'un qui dit bah non, on arrête la coloscopie, bah, c'est normal qu'il y ait une réticence, qu'il y ait une espèce de résistance au changement. Mais 10 fois par semaine, on fait. Quand je m'en veux, quand j'ai pas pris un copain par la main et que je lui ai pas fait faire sa coronaire virtuelle et qu'il fait un accident cardiaque, je considère que j'ai pas fait mon rôle de dépisteur. Alors, on est tous évidemment fascinés par ces images. Elisabeth, merci d'être avec nous ce matin. On va parler aussi avec vous d'Emmanuel Macron qui prend la parole ce soir. Troisième adresse à la nation en un mois, donc un moment solennel et grave. Car le chef de l'État n'a pas forcément de bonnes nouvelles à annoncer aux Français. Le confinement va